Bonsoir Jean-Bernard Schmitt. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Vous avez cofondé la plateforme Spicy. C'est une plateforme de documentaires de grande qualité. Je vous recommande fortement d'aller un petit peu fouiller sur cette plateforme Spicy. Vous êtes aussi enseignant à Sciences Po, spécialiste du numérique et de l'information. Et vous avez donc coécrit ce livre que vous publiez avec Thomas Huchon, que l'on salue d'ailleurs. Voici le titre Anti-Fake News, sous-titré le livre indispensable pour démêler le vrai du faux. C'est chez First Edition. Ça fait quand même quelques années qu'on parle des fake news, Jean-Bernard Schmitt. Est-ce que vous avez le sentiment que rien n'a changé pendant toutes ces années-là ? Alors, si on était pessimiste et cynique, on pourrait dire que ça c'est même de pire en pire en fait. Dans la réalité, beaucoup de choses ont changé. D'abord, et ça c'est la partie la plus optimiste, il y a une prise de conscience quand même collective de ce qui se passe, de ce dérèglement, de cette disruption totale de l'univers de l'information. Ça a beaucoup changé. Avant, il y avait du mensonge qui circulait. On ne le savait peut-être même pas. Alors on ne le savait pas. Le mot fake news n'existait peut-être même pas. Le mot fake news n'existait pas. Ce qui a quand même beaucoup changé, c'est l'apparition des réseaux sociaux. En gros, milieu des années 2000. Et l'importance que les réseaux sociaux ont pris dans la circulation de l'information, ça a tout bouleversé. Ce fameux Far West des réseaux sociaux, de l'Internet. Far West, parce que, oui, mais c'est le terme en fait qu'on utilise dans le livre, Far West ou Grand Bazar, parce que à la fois c'est le bazar, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui parle, on ne sait pas qui émet l'information, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas non plus exactement ce qui a vraiment de la valeur. Tout au même niveau finalement. L'une des caractéristiques d'Internet et des réseaux sociaux, c'est que tout se vaut. En gros, que vous soyez un escroc qui dit que la Terre est plate ou que vous soyez un spécialiste de la NASA qui, style Thomas Pesquet, qui tourne autour de la planète, vous avez potentiellement la même audience. Pire, vous avez beaucoup plus d'audience si vous êtes un escroc. Oui, il y a des statistiques qui montrent qu'une fausse information est, je crois, 20 fois plus partagée qu'une information. Là, surtout, par exemple, il y a un chiffre qui est très parlant. Sur Twitter, c'est l'université notamment le MIT aux États-Unis qui a mené cette enquête. Ouais. Sur Twitter, une information met 2 heures à être vérifiée, à être crédibilisée. Une fake news, une infox, met 14 heures à être démontée. C'est-à-dire 7 fois plus. 7 fois plus, ça veut dire 7 fois plus de temps d'avance en fait sur le mensonge, pour le mensonge, et donc c'est irrattrapable en fait. Irrattrapable. Alors justement c'est une maladie en fait, vous la nommez d'ailleurs, vous dites c'est une infodémie, voilà le nom que vous lui donnez, et alors vous datez même le début de cette pandémie, pour vous c'est le 22 janvier 2017, qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Alors infodémie c'est pas nous qui avons inventé le terme, en vous revanche, le rappelez, dans le livre, bien sûr, il est très utilisé, notamment depuis la pandémie de Covid-19, et singulièrement en 2017, il y a un fait très marquant qui marque le changement d'époque dont on parle. En fait, on est au surlendemain de l'intronisation de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis. Donc la campagne a eu lieu, etc. Et ça se passe sur NBC aux États-Unis. Il y a une interview de la toute nouvelle conseillère en communication de Donald Trump qui vient là répondre aux questions du journaliste. Et il y a un début de polémique. Déjà, on sait hélas que ça ne sera pas la dernière, il y a un début de polémique entre Trump et la presse qui date du jour de l'inauguration. Pourquoi ? Eh bien parce que les journalistes ont fait tout bêtement une sorte de comparaison de photos. Ils ont pris une photo de 2008 montrant le monde, la foule qui était rassemblée pour l'intronisation de Barack Obama, ben voilà, c'est ça, petit montage. Et à côté, la foule rassemblée là sur le mall à Washington pour l'intronisation de Donald Trump. Et ils disent, eh ben, il y avait plus de monde en 2008 pour Obama que pour Trump cette année. Crime de lèse-majesté. Que n'avait-il dit ? Donc Donald Trump est furieux, il dit c'est un mensonge. Le surlendemain, sa conseillère en communication va sur NBC et on lui pose la question. Elle lui dit pourquoi vous dites que c'est un mensonge ? Et là, elle sort une expression extraordinaire et qui, avec le recul, a un impact dingue. Elle lui dit mais non, ce ne sont pas des mensonges, ce sont des faits alternatifs. Et alors le journaliste lui dit mais des faits alternatifs, mais c'est pas possible, ce sont des mensonges. Les faits, ce sont les faits. Si ce ne sont pas les faits, ce sont les mensonges. Et en fait, elle dit ce sont des faits alternatifs. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que on se projette dans un monde où on a le droit, finalement, sans aucune pudeur, sans aucune réserve, de donner sa propre version de la réalité. Il n'y a plus de problème, puisqu'en gros vous dites ok, vous me dites que ce sont les faits.
Moi, je pense le contraire. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Oui, c'est ça, c'est la vérité qui devient une opinion comme les autres. Exactement. Et toutes se valent. Exactement. D'ailleurs, les périodes électorales sont particulièrement propices aux fake news. Là, on l'a vu avec cet épisode de Donald Trump. Est-ce que nous, on va pouvoir y échapper? Ou est-ce qu'on y échappe d'ailleurs, nous, en pleine période électorale? On sait que non. Alors après, tout va dépendre de l'ampleur du phénomène. On sait, tous les jours, il y a des fake news et des infox qui se propagent sur les réseaux sociaux. Plus ou moins importantes. Plus ou moins importantes, avec des conséquences plus ou moins graves. Mais c'est surtout ça, les conséquences en fait. Bon, il y a de faux sondages, de fausses citations, des choses qui sont un peu déformées. Pour l'instant, toutes les campagnes ont été marquées par ça. En 2017, on avait vu ce qui s'est passé entre les deux tours quand il y avait eu ces fameuses fuites, notamment de documents Macron, internes aux équipes de Macron, les Macron Leaks. Les Macron Leaks. Bon, on la savait Russie déjà, était derrière. Exactement. On sait qu'il y a eu une tentative de manipulation, de déstabilisation venant de la Russie à ce moment-là. Alors, est-ce que cette fois-ci, il faut le craindre également, vu en plus le contexte international qu'on connaît? Ce qu'on sait, c'est que depuis, les Russes n'ont de toute façon jamais arrêté de tenter de s'immiscer dans les différents processus électoraux. Ça a été le cas aux États-Unis en 2016, aussi en 2020. Ça a été le cas donc en France en 2017. Et on sait que là, il y avait des choses qui se préparaient. La réalité, c'est que le contexte a un tout petit peu bouleversé la donne. Vous pensez à la guerre en Ukraine? Bien sûr. Donc, aujourd'hui, il y a, et on le voit sur les réseaux sociaux, il y a quand même des tas de comptes qui sont clairement identifiés pro-russes, qui donnent... Ces petits soldats de la désinformation, disait un article dans Le Monde aujourd'hui. Mais bien sûr, alors ce sont soit, d'ailleurs c'est assez frappant, des comptes anciennement anti-vax, gilets jaunes, ça, qui ont muté, de anti-vax, qui sont devenus pro-russes, ce sont les mêmes. Soit ce sont des espèces de figures assez emblématiques de la désinformation et du complotisme qui agissent de toute façon déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Dans quel objectif? Ah mais eux, ils ont... alors là, c'est la question, on va dire, la plus profonde que vous pouvez poser. Quels sont leurs objectifs? Un président? Beaucoup n'ont comme objectif qu'une déstabilisation. Non, mais c'est même pas ça. Beaucoup n'ont comme objectif qu'une déstabilisation du système. Démocratique. Mais bien sûr. En fait, je veux dire, ce qui est fondamental, c'est que aujourd'hui, les Russes peuvent effectivement pousser tel ou tel candidat. Certainement, ils avaient plus de faveur pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour. Encore faudrait-il tout prouver. C'est compliqué, là. En revanche, ce qui est sûr, ce qui les importe, c'est la déstabilisation du processus. Ça, c'est très important. C'est le bazar. C'est de mettre, en fait, du bouleversement. C'est de mettre vraiment le bazar dans le processus. Ça, c'est très important parce que de ce bazar-là peut naître beaucoup de choses. Peut naître un sentiment de doute, de défiance vis-à-vis des institutions. Je vais vous dire, ce qui monte le plus en plus en ce moment, et notamment dans les groupes fermés, sur Facebook, mais aussi sur les messageries, c'est une idée, une petite musique qu'on sent monter, que l'élection qui est en train de se dérouler en France serait illégitime. C'est-à-dire que le président qui sortirait des urnes dans 2 semaines, enfin dans un mois, dans 11 jours, pour le premier tour, ne serait pas légitime, serait mal élu. Et ça, c'est très grave. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, aujourd'hui, 60 millions d'Américains, 20% des Américains de l'électorat, 60 millions d'Américains pensent que le président n'est pas le bon président. C'est ce qui pourrait nous arriver. Dans le cas le plus dramatique, le plus radical, c'est ce qui pourrait nous arriver. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour lutter efficacement contre ces fake news? Alors à défaut de lutter contre cette maladie, on peut s'en protéger. Et il y a des simples réflexes qu'on peut avoir et que vous décryptez et recommandez très efficacement dans le livre. Donnez-les-nous. En fait, la bonne nouvelle, c'est que justement, on peut entraîner son esprit critique. Et nos enfants et nos ados aussi d'ailleurs. Tout le monde. Alors, on peut commencer par les plus jeunes parce que ce sont les plus réceptifs et c'est la bonne nouvelle. Et en même temps, ce sont souvent ceux qui sont le plus en danger parce que ce sont le plus perméables aux infox. Donc, il y a des tas de réflexes qu'on peut acquérir très facilement. Comment se poser les bonnes questions par rapport à une info, des choses de base journalistique. La source. Est-ce que c'est daté? Est-ce que c'est sourcé? D'où ça vient? Qui parle? Qui partage? Attention à toutes ces choses-là. Donc, un temps de réflexion, prendre le temps d'exercer son esprit critique. Puis, il y a des petits réflexes tout bêtes qu'on peut avoir sur les instruments les pires de la manipulation. Qu'est-ce qui est le pire, en fait, dans la manipulation? Ce sont les vidéos et les photos. Oui. Voilà, c'est ce qui, en général, fait le plus de mal sur les réseaux sociaux. Et ça, il y a des petites techniques pour savoir d'où viennent ces photos. Exactement. Vous avez des outils très simples sur Google. Un autre qui s'appelle TinEye. C'est un petit conseil. TinEye, comme un œil. Sur Internet. C'est un petit moteur de recherche. Vous glissez une photo dedans, n'importe laquelle, celle sur laquelle vous avez un doute. Et cet outil va vous dire quand elle est sortie et où elle est sortie la première fois.
par exemple, vous avez une photo de manifestation avec plein de gens dans la rue, on vous dit c'était hier, vous faites ça, vous vous rendez compte que c'était il y a 10 ans. Eh bien voilà, merci pour tous ces bons conseils. Jean-Bernard Schmitt, Anti-Fake News, c'est chez First Édition. Merci à vous. Tout de suite, Caroline Roux et C'est dans l'air. Bonne émission à vous.